à tous, bonjour Aurélien. Tolkien, donc, au programme de cette matinée, auteur du très célèbre Seigneur des Anneaux, et qui a souvent été associé à la protection de la nature, qui occupe une place centrale dans toute son œuvre, en particulier à travers les descriptions de ses paysages enchanteurs et des dangers qui les menacent. Tu vas nous parler de tout cela. Pour autant, peut-on affirmer que Tolkien soit un auteur écologiste? La question elle-même ne relève-t-elle pas de l'anachronisme, et surtout de quelle écologie Tolkien pourrait-il être le représentant? Donc pour en parler aujourd'hui, nous recevons Aurélien Dupuy-Delezay, qui est enseignant en histoire, géographie, histoire des arts et de culture générale, et actuellement délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle pour le rectorat de Mayotte. Donc, il a récemment publié un article intitulé « D'effondrement en Renaissance, une histoire de l'univers tolkienien » dans le numéro 63 de la revue Caliban, numéro consacré, je crois, aux dynamiques de l'effondrement dans le fantastique, la fantaisie et la science-fiction. Donc, bienvenue Aurélien, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation pour venir nous parler donc de Tolkien. Mesdames, Messieurs, applaudissons-le très fort pour l'encourager. Merci beaucoup. Alors, en effet, Jean-Louis, merci, tu nous as très bien résumé les questions qui se posent à nous. Tolkien, il a très vite été associé à la nature et à l'écologie. D'abord, ses biographes ont longuement insisté sur son amour de la nature, sur son amour des arbres, des paysages de son enfance. Ensuite, ses fans l'ont tout de suite associé à l'écologie, on détaillera un peu plus tard de quelle manière. Et puis la critique a aussi repris cette grille de lecture. Pour autant, il y a évidemment une espèce d'anachronisme à faire de Tolkien un auteur écologiste, puisque l'écologie en tant que mouvement politique n'existait pas vraiment à l'époque de Tolkien. Elle s'est développée largement sur la toute fin de sa vie et après sa mort. C'est une première chose qui nous empêche d'en faire un auteur écologiste. Une deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'écologie, c'est évidemment un mouvement politique extraordinairement divers. Alors, c'est un mouvement qui est apparu en tant que mouvement politique dans les années 60, qui a des racines bien avant les années 60, mais qui s'est développé en tant que mouvement politique dans les années 60, puis 70. Et c'est un mouvement qui recouvre des idées, des valeurs et surtout des objectifs et des moyens politiques extrêmement variés. C'est-à-dire que même au sein de ceux qui sont d'accord sur la réalité de la crise écologique, sur sa gravité et sur la nécessité de lutter contre, il y a une énorme différence entre, par exemple, des gens qui considèrent qu'il faut protéger la nature parce qu'elle est nécessaire à la survie de l'homme, et des gens qui considèrent qu'il faut protéger la nature parce qu'elle a une valeur en elle-même. De même, il y a une grande différence entre des gens qui considèrent qu'on peut conserver peu ou prou le système politique, économique actuel, qu'on peut s'accommoder du capitalisme, du libéralisme, de l'industrie et les moraliser, comme on dit, et d'autres qui pensent au contraire qu'on ne peut avoir un espoir de sortie de cette crise écologique qu'en se débarrassant de ce système-là, pour construire autre chose. Par conséquent, il faut se demander deux choses. D'abord, dans quelle mesure est-ce que Tolkien peut être considéré comme un auteur écologiste au-delà de l'anachronisme apparent que pose la question, et puis surtout, de quelle écologie Tolkien peut être un représentant. Pour ça, on va voir trois axes d'analyse. D'abord, on va voir que Tolkien, c'est un auteur qui est lui-même peu politisé, mais qui a donné naissance à des lectures extrêmement politisées. Ensuite, on analysera la représentation de la nature dans l'œuvre de Tolkien, et puis on se focalisera un petit peu sur les menaces qui pèsent sur la nature dans l'œuvre de Tolkien et la protection dont elle doit faire l'objet. Donc, on va voir que Tolkien, c'est quelqu'un qui est lui-même peu politisé. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'engagement militant politique dans sa vie. Sa vie a tourné autour de quelques grands pôles. Son travail de chercheur, puisqu'il faut rappeler que Tolkien était avant tout un universitaire, et que son travail de recherche a occupé l'essentiel de sa vie, son travail d'auteur littéraire, bien sûr, ses amis,
qui ont été très importants pour lui et qui ont été très liés à ces deux premiers pôles, aussi bien son travail de recherche que son travail d'auteur, sa religion, qui a occupé une grande place dans sa vie, et puis sa famille. Et il n'y a pas de place dans tout ça pour un véritable engagement politique militant. Et son absence d'engagement est telle que très souvent il est en fait assez difficile de savoir exactement ce que Tolkien pensait sur un sujet ou sur un autre, et en particulier quelles étaient ses opinions politiques. Lui-même se définit de manière fluctuante, parfois contradictoire, si bien que ses critiques et ses lecteurs et ses fans ne savent pas exactement et ne s'accordent pas exactement sur ses opinions politiques, même si certaines choses sont assez claires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'idées politiques, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des opinions, mais ça veut dire qu'il les a peu exprimées et qu'il avait pas d'engagement militant, que son engagement a pris une autre forme qui était justement l'engagement littéraire. Quand il exprimait des idées, on peut constater que ce sont souvent des idées qui sont proches de l'écologie aujourd'hui. D'abord, il a toujours professé un immense amour pour les plantes, en particulier pour les arbres. Il était très triste et très dégoûté à chaque fois qu'on coupait un arbre ou même qu'on élaguait un arbre, ça pouvait le faire considérablement souffrir. En 1943, une de ses voisines a fait élaguer un peuplier, par exemple. C'est une anecdote qui est racontée par son biographe Humphrey Carpenter. Et la souffrance de la blessure infligée à cet arbre, d'abord lui a inspiré un petit conte qui s'appelle Feuille de Nigel, et puis lui a fait dire dans une de ses lettres une phrase qui est très très juste. Il dit « Chaque arbre a ses ennemis, et bien peu d'arbres ont leurs défenseurs ». Dans une autre lettre, je vous lis cet extrait d'une lettre de la lettre 165, « J'aime beaucoup les plantes et par-dessus tous les arbres, et il en a toujours été ainsi. Et j'ai autant de mal à supporter les mauvais traitements que leur font subir les humains que d'autres les mauvais traitements subis par les animaux. » Et puis on constate par exemple que les arbres sont un motif récurrent de ses dessins, puisque Tolkien était aussi un dessinateur et un peintre. C'est moins connu que ses œuvres littéraires. Et très souvent il dessinait des arbres. Donc il avait un grand amour pour les arbres. Il avait un grand amour également pour les paysages ruraux, hein, les paysages en particulier qui étaient ceux de l'Angleterre rurale de son enfance, de la fin du XIXe siècle. Et là encore, il exprimait toujours une grande tristesse quand ces paysages se voyaient détruits par l'industrialisation et par l'urbanisation. Et puis on peut mentionner rapidement aussi la question des voitures. Tolkien n'a plus eu de voiture à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il a été à Venise en 1955 et il a écrit cette phrase « Je me sens presque libéré de la maladie maudite du moteur à combustion interne dont le monde entier est en train de mourir. » Et plus tard, quand il était revenu à Oxford, il était horripilé par le bruit des voitures autour de sa maison et il en parlait comme du Mordor parmi nous. Le Mordor, dans son univers, c'est la terre du mal, hein, c'est le lieu le plus horrible qui soit. Et voilà, pour lui, les voitures, c'était le Mordor parmi nous. Donc on voit bien qu'il a des idées qui sont très proches de celles exprimées par les divers mouvements écologistes. Pour autant, il y a forcément quelque chose d'anachronique à faire de lui un écologiste. Il faut revenir un petit peu sur l'historique du mouvement écologiste en Grande-Bretagne et dans le monde. On peut remonter à une première date clé qui est 1962. En 1962 a été publié un livre qui s'appelle Silent Spring par la biologiste américaine Rachel Carson. Et ce livre dénonçait les effets négatifs de l'action humaine sur la nature. Et c'est un des textes qui a contribué à une prise de conscience populaire du poids de l'homme sur la nature, des conséquences négatives de l'action humaine sur la nature. Et c'est un des textes qui a peut-être le plus contribué à la naissance d'une conscience populaire de l'urgence écologique. En 1969, c'est la fondation des Amis de la Terre à San Francisco. 1970 a été créé le journal britannique The Ecologist. En 72, 2 ans plus tard, c'est ce journal qui publie un manifeste qui s'appelle A Blueprint for Survival. Et ce manifeste déclare que, au rythme où vont les choses, on est en 72, hein, la société va s'écrouler, que la nature va s'écrouler, et que si on veut éviter un écroulement, un effondrement de la biodiversité et des sociétés humaines, eh bien, il faut réorganiser les sociétés sous forme de petites communautés décentralisées et largement désindustrialisées. Alors 72, c'est une année un peu charnière parce qu'en plus de la publication de ce manifeste, c'est aussi l'année de la fondation de Greenpeace, hein, qui est fondée à la charnière entre 71 et 72. En février 72, c'est la fondation en Grande-Bretagne du People Party,
le People Party, c'est probablement le premier parti de défense de la nature au monde, qui est devenu en 1975, 3 ans plus tard, The People Party, puis... The Ecology Party, excusez-moi, puis The Green Party en 85, Green Party qui existe toujours, même si c'est séparé par nation, hein. Il y en a un pour l'Angleterre et le Pays de Galles, un pour l'Écosse et un pour l'Irlande du Nord, mais c'est toujours finalement ce même parti qui a été fondé en 72. 72, c'est aussi l'année de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, ce qu'on a appelé le premier sommet de la Terre. Et puis, j'ai envie de dire, et surtout, c'est la publication du rapport Meadows, qui est commandé par le Club de Rome et qui s'intitule « Les limites à la croissance », « The Limits to Growth ». Donc 72, on voit que c'est un petit peu une année charnière pour l'écologie, pour la construction du mouvement écologiste. Et bien 72, c'est une année pour Tolkien où sa femme est morte depuis 1 an, et puis lui-même va mourir l'année suivante, en 73. Donc on voit que le mouvement écologiste se constitue à la toute fin de la vie de Tolkien et finalement prend véritablement son essor au moment où Tolkien vient de mourir. Du coup, son positionnement par rapport à l'écologie est ambigu et problématique, puisqu'il exprime de manière assez régulière des idées qui sont proches d'un mouvement auquel lui-même n'a jamais pu appartenir, d'une part parce qu'il ne militait pas et que ce n'était pas dans ses habitudes, dans son caractère et dans sa nature, et puis parce que de toute façon, le mouvement politique lui a été postérieur. Alors pour autant, eh ben, on va voir que les lectures qui ont été faites ensuite de Tolkien ont été, elles, très politiques. D'abord, les premiers à politiser la lecture de Tolkien, ça a été les fans. En particulier les fans américains. Le début de la grande popularité de Tolkien, ça a été, après la publication du Seigneur des Anneaux aux États-Unis, au milieu des années 60, le moment où la communauté des étudiants américains s'est saisie du Seigneur des Anneaux. Or, c'est le milieu de la contre-culture américaine, milieu dans lequel l'écologie était une préoccupation montante. Or, les fans qui se saisissaient du Seigneur des Anneaux ont fait le lien tout de suite entre Tolkien et la politique, puisqu'ils avaient par exemple des badges Gandalf président. Donc le lien est très net. Ensuite, la critique littéraire de Tolkien a repris cet axe et cette grille de lecture. Un livre dont on peut parler parce qu'il a été marquant, ça a été le livre de Patrick Curry qui s'appelle Defending Middle-earth, qui a été publié dans les années 90. Patrick Curry, lui, il dit que Tolkien est un auteur précurseur qui a vu avant les autres, et en particulier avant le mouvement politique, les dérives de la modernité, et qu'il veut préserver la nature pour elle-même, pas seulement pour ce qu'elle apporte à l'humanité. Et plus encore, pour Patrick Curry, Tolkien est un auteur qui veut resacraliser la nature. C'est-à-dire qu'il veut, en réenchantant le monde, redonner à la nature la dimension sacrée qu'elle a perdue, selon Patrick Curry, avec le développement des monothéismes. Donc pour Patrick Curry, Tolkien est absolument un auteur écologiste, mais un auteur écologiste d'une certaine manière, c'est-à-dire très spiritualiste et presque mystique. Cet axe de lecture, cette grille de lecture, on la retrouve dans la critique ultérieure, bien sûr. Si vous regardez un livre qui en France a été majeur et marquant, le dictionnaire Tolkien, publié par Vincent Ferré, enfin, dirigé par Vincent Ferré en 2012, alors vous avez carrément une entrée, lecture éco-critique, Tolkien et l'écologie. Déjà, ça témoigne de l'importance du thème. Mais vous avez aussi une entrée nature, représentation de la nature. Vous avez des entrées animaux, arbres et plantes, cavernes et mondes souterrains, forêts, montagnes, sans compter les nombreuses entrées qui sont consacrées soit à des animaux particuliers, les aigles par exemple, soit à des lieux particuliers, naturels, ou à des personnages liés à la nature. Donc clairement, c'est un thème central. Si on se penche un petit peu sur l'entrée lecture éco-critique, qui a été rédigée par Tatiana Silek, il présente un assez bon résumé de l'application à Tolkien, à la critique de Tolkien de l'écologie, et en particulier de ce qu'on appelle les Green Studies, qui se développent un petit peu dans la foulée des Gender Studies, un courant qu'on appelle aussi Eco-Criticism. Et dans cette lecture verte, écologiste de Tolkien, elle distingue 2 courants, 2 tendances. La première tendance est d'inspiration chrétienne, et la deuxième tendance est d'inspiration
alors elle appelle ça New Age, hein, elle résume ça elle regroupe ça sous le terme de New Age. L'inspiration de New Age, le courant New Age, est représenté pour elle justement par le livre de Patrick Curie qu'on a déjà regardé, et puis le courant chrétien est illustré par un autre livre plus récent de 2006 de Matthew Dickerson et Jonathan Evans, qui s'appelle Ents, Elves and Eriador, The Environmental Vision of J.R.R. Tolkien. Donc les Ents, les elfes et l'Eriador, la vision environnementale de Tolkien. Ce courant chrétien, pour elle, se focalise sur la notion de bonne intendance, de bonne gestion. C'est-à-dire que pour elle, l'idée c'est que il faut avoir une bonne gestion de la terre, et que c'est ça la vision chrétienne de l'analyse critique de Tolkien. Elle remarque évidemment que les deux courants, le courant plutôt chrétien et le courant plutôt New Age, s'accusent mutuellement de récupérer Tolkien, de l'instrumentaliser au service d'une idéologie, et puis bien sûr, elle-même se garde bien de choisir ou de trancher entre les deux. Dans le même article, elle relève une autre ligne de fracture, qui n'est pas seulement sur la critique de Tolkien, qui est plus générale, qui est la ligne de fracture entre deux camps, l'un étant plutôt modéré et proche du développement durable, l'autre, alors elle n'emploie pas le terme, je traduis, mais c'est bien l'idée, l'autre étant un courant d'écologie plus radical. Et puis, plus récemment encore, on peut se pencher sur une thèse de doctorat qui a été publiée par M. Florent Hébert et qui s'appelle « Défense de la décroissance, savoir, pouvoir et autorité dans la fantaisie anglophone contemporaine », qui analyse 5 romans, entre autres Le Seigneur des Anneaux, et qui montre la proximité entre Tolkien et les thèses de la décroissance. Alors, l'auteur se défend évidemment, là, bien sûr, de tout soupçon d'anachronisme. Il n'est pas question de faire de Tolkien un penseur de la décroissance en tant que mouvement politique, mais ce qu'il montre, c'est que la décroissance en tant que métaphore fantastique repose sur les mêmes bases que la décroissance en tant que mouvement politique. Et que les personnages, les héros principaux du Seigneur des Anneaux refusent volontairement la croissance qui leur est promise, brident leur propre croissance, en particulier de pouvoir et d'autorité, et refusent la surenchère comme moyen de répondre aux problèmes du monde. Ce qui est précisément la thèse centrale de la décroissance. Alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que la notion de décroissance, elle n'apparaît pas une seule fois dans l'article de Tatiana Silek sur les lectures éco-critiques de Tolkien. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que la critique de Tolkien évolue de manière parallèle à la pensée écologiste. La pensée écologiste est en évolution, évidemment, d'autant plus que l'urgence écologique se fait chaque jour un peu plus prégnante. Et donc, la critique de Tolkien se nourrit progressivement des évolutions de la pensée écologiste et intègre progressivement les notions et les concepts de la pensée écologiste. Le mot de décroissance est absent de l'entrée du dictionnaire Tolkien en 2012, et en 2017, vous avez une thèse qui est publiée sur la décroissance en lien avec Tolkien. Ça continue ensuite, puisque le même Florent Hébert, avec un autre chercheur qui s'appelle Cyril Camus, a dirigé le numéro 63 de la revue Caliban, dont Jean-Louis Rose parlait tout à l'heure, qui est consacré cette fois-ci à la notion d'effondrement dans le fantastique, la fantaisie et la SF. Et bien c'est la même chose, c'est-à-dire que cette notion d'effondrement qui n'était pas encore extrêmement popularisée au début des années 2010, mais qui a été popularisée progressivement à travers la diffusion de livres comme ceux de Pablo Servigne, par exemple, bien cette notion d'effondrement, elle est récupérée par la critique littéraire, elle est réintégrée dans la critique littéraire, et donc elle vient enrichir la lecture critique de Tolkien. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement parallèle entre les deux courants de pensée, le courant politique et philosophique de l'écologie, qui intègre des notions comme décroissance, effondrement, etc., et puis la critique sur Tolkien, qui, avec évidemment un petit temps de retard, forcément, intègre elle aussi ces notions-là. Donc on va passer à la deuxième partie. Maintenant, on va se focaliser sur la manière dont Tolkien voit la nature et la décrit dans son œuvre. On va commencer par voir que chez Tolkien, la nature, elle est vivante et elle est consciente. C'est-à-dire que chez Tolkien, les animaux, les plantes parlent, pensent. Dans Le Seigneur des Anneaux, on a un seul exemple qui est marquant, c'est celui d'un petit renard qui voit les hobbits au début de leur aventure. Alors je vous lis le petit extrait. Un renard qui passait par le bois, occupé à ses propres affaires,
s'arrêta plusieurs minutes et renifla. « Des hobbits, pensa-t-il. Eh bien, où va-t-on? J'ai entendu parler de choses étranges dans ce pays, mais rarement d'un hobbit qui dormirait dehors sous un arbre. Et ils sont 3. Il y a quelque chose de bien étrange derrière tout ça. » Il avait tout à fait raison, mais il n'en découvrit jamais davantage à ce sujet. Là, vous avez un passage qui est du discours rapporté au discours direct, ce qui donne évidemment l'impression que le renard construit véritablement mentalement sa pensée sous la forme du langage, comme le font les humains. Les phrases sont complexes, et puis le jugement du renard est validé par l'auteur, puisqu'il dit il avait tout à fait raison, en tout cas par le narrateur. Certains ont tendance à minimiser ce point chez Tolkien, et en particulier c'est le cas de Tatiana Silek dans l'entrée représentation de la nature du dictionnaire Tolkien. Elle dit que les animaux et les plantes dotés de vie ou de conscience chez Tolkien sont assez rares. Elle cite l'exemple du renard, mais elle dit qu'il n'y a que celui-là, et qu'elle en fait un artifice d'écriture. À mon avis, c'est une erreur d'analyse à plusieurs égards. D'une part, elle oublie complètement les très nombreux autres animaux parlants de l'œuvre de Tolkien, dans l'Océan des Anneaux, mais aussi dans d'autres romans. Alors on peut penser aux aigles, par exemple, du côté des personnages positifs, on peut penser aux araignées géantes, du côté des monstres et des antagonistes. Tous parlent, pensent, veulent, se positionnent sur l'échiquier moral, ce qui est très important. Cela étant, ces animaux-là ont un statut un petit peu ambigu, puisqu'on ne sait pas très bien si ce sont des animaux, si ce sont des esprits incarnés sous forme d'animaux, si ce sont des descendants d'esprits incarnés, donc on va les laisser de côté. En revanche, en particulier dans le Hobbit, vous avez d'autres animaux qui parlent et qui pensent. C'est le cas des loups, d'abord, les wargs. Les wargs, dans le passage où ils apparaissent, c'est-à-dire quand les nains, Gandalf et Bilbo viennent de sortir des grottes des gobelins, ces loups sont capables de stratégie, d'anticipation. Ils laissent des gardes sous les arbres où il y a les nains. Ils ont un langage propre. Alors, Gandalf est le seul à le comprendre, les autres n'entendent que grognement et glapissement, mais ils ont quand même un langage. Et puis, ils ont une anticipation, puisqu'ils ont peur que les nains soient des espions au service des hommes. Donc c'est tout à fait des caractéristiques humaines. Plus tard dans le Hobbit, on a d'autres animaux parlants, les oiseaux en particulier. Dans le chapitre 15 du Hobbit, il y a de nombreux oiseaux parlants. Alors ça commence avec une grive, là aussi je vous lis le passage, ça mérite d'être analysé. C'est un des nains qui parle de la grive. « Je crois qu'elle essaye de nous dire quelque chose, mais je n'arrive pas à suivre le discours de ces oiseaux-là. C'est trop rapide et trop difficile. Pouvez-vous distinguer quelque chose, Baggins ?» »« Pas vraiment, dit Bilbo. En réalité, il ne distinguait rien du tout. » Alors évidemment, Bilbo ne comprend pas le langage de la grive, mais la question que lui pose le nain Balin prouve bien que la compréhension du langage des oiseaux n'a rien d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, Bilbo n'est pas surpris à cette question, comme on pourrait l'être si on vous demande un jour si vous comprenez ce que vous dit un oiseau en face de vous. Au contraire, il cherche à cacher son ignorance. Après ce petit passage, Balin fait un exposé sur les corneilles, qu'il qualifie de méchantes et de grossières, au sens de impoli. Donc on retrouve bien la faculté de parler, de penser et de se positionner sur l'échiquier moral. Et puis quand Balin réclame un corbeau, il regrette que ce ne soit pas un corbeau qui parle, et la grive va chercher un corbeau. Ce qui prouve bien que si Balin ne comprend pas la grive, ben la grive, elle le comprend. Et puis le corbeau qui arrive, lui pour le coup, il parle tout à fait, il utilise la langue commune puisque même Bilbo le comprend, il utilise des formules de politesse, il se présente, il fait preuve de nombreuses qualités parfaitement humaines, il a de la mémoire, il parle, puis il se souvient du passé, il parle de la transmission chez les corbeaux, il dit « je n'oublie pas ce que mon père m'a dit », et puis surtout il fait preuve de sagesse, puisqu'il conseille à Thorin de maintenir la paix en partageant son trésor. Entre nous soit dit, le corbeau fait donc preuve de plus de sagesse que ce que Thorin, le nain, va montrer. Par la suite, dans l'histoire, les corbeaux portent des messages, non pas comme dans d'autres œuvres fantastiques en portant des parchemins, mais ils portent les messages eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur donne le message et puis ils le répètent. Et pour finir, on peut noter que Thorin affirme à ce corbeau, Roak, que son peuple ne sera pas oublié. Traduction, on va partager le trésor avec eux, on va leur donner une part du trésor, ce qui veut dire que Thorin accorde à l'oiseau précisément ce qu'il refuse aux elfes et aux hommes qui l'ont accueilli, enfin pour les hommes, c'est-à-dire une part du trésor. Autrement dit, l'oiseau est véritablement traité à égalité avec les humains.
Donc ça, c'est un premier point qu'à mon avis, Tatiana Silek oublie dans son analyse. Surtout, je crois qu'elle méconnaît la nature profonde des Ents. Alors, pour rappeler rapidement ce que sont les Ents, ce sont des créatures en forme d'arbre qui parlent, qui se déplacent et qui ont pour mission de protéger la nature et en particulier les arbres. Alors, ces Ents sont évidemment mentionnés par Silek dans son article. Cela étant, à mon avis, elle méconnaît leur nature réelle, en ce sens que les Ents, ce ne sont pas, en réalité, si on veut être exact, des créatures indéfinies en forme d'arbre, et ce sont encore moins des humains en forme d'arbre, c'est le contraire, ce sont des arbres éveillés, c'est-à-dire des arbres qui sont capables de bouger et de parler. Ce qui prouve ce fait, c'est deux choses. D'abord, c'est que la frontière entre l'arbre et l'ent chez Tolkien est assez poreuse. Les ents sont susceptibles de se réendormir et de redevenir des arbres à part entière. Il y a d'ailleurs des créatures qui s'appellent les Worn, qui sont un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qui sont des ents quasiment retombés dans le sommeil végétatif des arbres. Et puis c'est Tolkien lui-même qui le dit, quand il explique dans une lettre de 55 à W.H. Auden, il explique d'où viennent les ents dans sa création, et il dit que c'est probablement une suite de sa déception à la lecture de Macbeth, puisque dans Macbeth de Shakespeare, la prophétie des sorcières n'est pas véritablement accomplie. Alors pour rappeler très rapidement ce qui se passe, le héros Macbeth vient demander aux sorcières ce qui va lui arriver, et les sorcières lui disent qu'il n'a rien à craindre tant que la grande forêt de Birnam ne se dirigera pas vers le sommet de la colline de Dunsinane. Et Macbeth se dit, la forêt ne se déplacera jamais vers la colline, donc je suis protégé, il ne m'arrivera rien. Et finalement, la prophétie des sorcières se réalise, c'est-à-dire que l'armée des ennemis de Macbeth se coupe des branches dans la forêt de Birnam et se camoufle derrière les branches et remonte vers la colline. Et Tolkien écrit dans cette lettre, leur présence, donc la présence des ents dans l'histoire, est due, je pense, à l'amère déception et au dégoût ressenti à l'école devant l'usage médiocre que fait Shakespeare de la venue de la grande forêt de Birnam vers le sommet de Dunsinane. Je mourrais d'envie de concevoir un cadre dans lequel les arbres pourraient réellement partir en guerre. On voit bien que les ents ne sont pas des créatures indéfinies en forme d'arbres, ce sont des arbres éveillés. Ils ont en plus un rôle absolument essentiel dans l'histoire, puisque ce sont eux qui permettent la victoire du royaume de Rohan sur Saruman, victoire que l'équilibre militaire des forces en présence rendrait absolument impossible. Autrement dit, la rareté des plantes et des animaux qui parlent dans l'œuvre de Tolkien est en fait toute relative, et surtout elle est nettement moins révélatrice que leur présence. Ce que ça signifie, c'est qu'on a un transfert massif des caractéristiques des humains vers les plantes et les animaux, qui deviennent des protagonistes à part entière. Ce transfert, on le retrouve également, dans une moindre mesure, vers les paysages et vers les lieux. Alors les paysages et les lieux sont très longuement décrits par Tolkien. D'ailleurs, il y a de nombreux fans et de nombreux lecteurs qui se plaignent de la longueur des descriptions de Tolkien. Et certains critiques avaient comparé les descriptions que Tolkien peut faire des chemins dans les forêts aux descriptions que Balzac fait des couloirs et des pièces dans une maison. Alors, ces lieux, chez Tolkien, prennent une énorme importance. Alors, il y a des lieux agréables, vous savez ce qu'on appelle en critique littéraire un locus amoenus. Donc, il y a plusieurs lieux paradisiaques comme ça que traversent les protagonistes. La comté d'abord, où commence l'aventure. Imladris, le domaine d'Elrond. La Lorienne, le domaine de Galadriel, pardon. Et pour Patrick Curie, ces lieux sont tous beaux, et ça c'est un point qui à mon avis mérite d'être souligné, parce qu'ils sont aimés. Patrick Curie dit que si ces lieux sont beaux, c'est parce qu'on les aime, c'est parce que les gens qui les habitent les aiment. Tatiana Silek dit quelque chose qui n'est pas très éloigné dans son article, elle dit que la nature dans l'univers de Tolkien est le miroir des relations entre les êtres qui l'habitent, ainsi que la représentation de ce qu'elle serait dans le monde réel si nous en étions de meilleurs gardiens. Donc la nature est en fait beaucoup plus que le terrain de l'histoire. Elle la reflète à sa manière, elle peut refléter l'histoire d'une manière un petit peu romantique. C'est le cas par exemple de l'aube rouge que voit Légolas et qu'il interprète comme un appel. Mais la nature peut aussi être un acteur actif de l'histoire. On l'a vu dans le cas des Ents, on peut le voir aussi toujours dans le Seigneur des Anneaux à travers le passage du Caradhras, où c'est la montagne qui les arrête et qui les empêche de passer le col volontairement.
Alors ça, c'est une importance que les peintres ont très bien su rendre. Voilà, alors je vous mets juste quelques illustrations de l'œuvre de Tolkien. Alors la première, c'est une illustration de Alan Lee pour le Hobbit qui s'appelle le Carrock, qui représente un des passages du Hobbit, donc l'arrivée des nains de Gandalf et du Hobbit sur ce gros rocher au milieu de la rivière, le Carrock. Et si vous regardez le tableau, clairement, d'ailleurs son titre le dit bien, l'objet du tableau, c'est le rocher et c'est le paysage. Les personnages sont quasiment invisibles, ils sont tout petits au sommet du rocher, on les voit à peine. Les aigles ont déjà un petit peu plus d'importance, mais clairement, le sujet de ce tableau, c'est le paysage. Voilà, une autre peinture d'Alan Lee toujours, sur Bilbo devant Bag End. Et là encore, hein, le tableau a beau s'appeler Bilbo devant Bag End, en réalité, Bilbo, on le voit à peine, il est tout petit devant sa porte. Les couleurs de ses habits font qu'il est complètement confondu avec le reste du paysage. Il est en vert et blanc, donc il se confond tout à fait avec l'entrée de sa maison et avec le décor vert de la prairie. Et le sujet du tableau, ben, clairement, c'est le paysage de la comté. Et c'est ça qui importe pour Alan Lee. Comme j'aime beaucoup Alan Lee, j'en ai mis beaucoup de lui. Voilà. Alors ça s'appelle Gandalf's Farewell, l'adieu de Gandalf. C'est le moment où Gandalf quitte la compagnie des nains et Bilbo à l'entrée de la forêt noire dans le Hobbit. Et là encore, hein, le tableau s'appelle l'adieu de Gandalf. Mais enfin, clairement, le sujet du tableau, c'est les arbres. C'est-à-dire que ce que Alan Lee cherche à représenter, ce sont les arbres de la forêt noire. C'est eux qui ont de l'importance. Les personnages sont, alors certes dans une position centrale, mais là encore, leurs couleurs, les couleurs les mélangent avec le décor, et ils sont tout petits par rapport à la masse des arbres qui les noient. Donc c'est clairement ça qui est l'intérêt pour Alan Lee. Les autres peintres, on peut passer, on fait un petit peu là. Ah non, j'en ai encore une d'Alan Lee parce que je suis fan. Donc là carrément, il n'y a plus de personnages du tout. Le sujet, c'est juste Bag End, et puis c'est la comté qui est représentée. Voilà. Ça, c'est John Howe, qui est donc un autre peintre extrêmement connu de Tolkien. Gandalf occupe une place un petit peu plus importante dans ce tableau que les autres personnages dans les précédents, mais enfin tout de même on voit bien que les couleurs, la composition du tableau mettent un accent assez fort sur le lieu, beaucoup plus que sur le personnage. Et puis sur la suivante, qui sera la dernière, c'est Ted Nasmith, celui-là, sur le voyage des hobbits au tout début de l'aventure dans la comté, et là encore, hein, les hobbits apparaissent à peine dans le tableau. Clairement, ce qui intéresse le peintre, c'est de représenter ces lieux. Et à chaque fois, vous voyez, sauf dans le cas de la forêt noire, qui est un lieu un petit peu inquiétant, mais sinon, c'est des lieux qui sont quand même beaux, qui sont marquants par leur beauté. C'est bon, on va revenir au plan. Donc les paysages, eux aussi, ont une importance centrale dans l'histoire. Et puis, c'est enfin le cas d'arbres ou de plantes individuelles. Alors, Tolkien passe beaucoup de temps à décrire ces plantes. Alors, que ce soit des plantes du monde dit réel, hein, ce qu'on peut appeler le monde du fauteuil, ou que ce soit des plantes inventées, qu'il prend un grand plaisir à nommer et à décrire, la Thélas, l'élanor, le nifredil, le malorne, l'arbre, etc., entre autres, hein, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Si bien que les arbres, d'ailleurs, et c'est encore une chose que note Tatiana Silek, en viennent à peu près à symboliser, à concentrer les caractéristiques des lieux qui sont traversés par les hobbits. C'est-à-dire que le Malorne symbolise quasiment la laurienne, le vieil homme saule symbolise la vieille forêt, etc. Certains arbres sont des individus à part entière. Si vous regardez le Silmarillion, par exemple, donc les premières légendes de Tolkien, les deux arbres, Laurelin et Telperion, sont ce qui illumine le monde avant la naissance du soleil et de la lune, et après leur assassinat par Melkor, les deux derniers fruits de Telperion et Laurelin deviennent la lune et le soleil. On peut aussi prendre l'exemple de l'arbre blanc de Númenor. Cet arbre blanc, il a un nom, il s'appelle Nimloth. Il a une généalogie, comme un être humain, c'est-à-dire que c'est un descendant de Telperion, et il va lui-même avoir une descendance, puisque ce sont les fruits de l'arbre Nimloth et les pousses de l'arbre Nimloth qui donnent ensuite l'arbre blanc du Gondor, avec un lien extrêmement fort entre les rois du Gondor et l'arbre blanc. À la fin du Seigneur des Anneaux, par exemple, ce qui signe la légitimité d'Aragorn en tant que roi pour revenir sur le trône du Gondor, c'est pas ses victoires militaires, c'est pas ce genre de choses, c'est le fait qu'il a trouvé une pousse de l'arbre blanc alors que celui de Minas Tirith était mort. On peut s'arrêter un petit peu sur le passage.
puisque Gandalf dit « Ici sur la montagne, il est demeuré caché, de même que la race d'Elendil demeurait cachée dans les mornes terres du Nord. Pourtant, la lignée de Dimloth est plus ancienne de beaucoup que votre lignée, roi Elessar. » On note que Gandalf parle de lignée aussi bien pour les arbres que pour les humains. Et puis, dans un monde où l'ancienneté est très souvent un gage de qualité, l'arbre, en fait, prend un avantage. La lignée de l'arbre est plus ancienne que celle du roi, de l'humain. Donc, en fait, il a une sorte de supériorité. Et puis, le cadavre de l'arbre mort est traité à peu près comme un roi, puisque Tolkien écrit « Alors l'arbre mort fut déraciné, mais avec révérence, et il ne fut pas brûlé, mais reposa dans le silence de Ravdinen. » Ravdinen, c'est la rue c'est le lieu où les rois du Gondor sont enterrés. Mais l'arbre blanc est traité à l'égal d'un roi, il est enterré dans cette nécropole. Donc la question qui se pose maintenant, c'est dans cette nature extraordinairement importante, quelle est la place de l'homme? Alors, on comprend bien que l'effet induit par ce transfert des caractéristiques humaines vers les animaux et les plantes, ça entraîne forcément pour le lecteur un net rétrécissement de l'écart qui existe entre les humains et le reste du monde vivant. Et ça, c'est un éloignement considérable par rapport à l'idéologie judéo-chrétienne qui baigne par ailleurs l'œuvre de Tolkien. Dans la vision traditionnelle du judaïsme et du christianisme, l'homme est à la fois le sommet et le centre de la création. Alors, bien sûr, il y a des créatures qui sont plus anciennes, plus puissantes que lui, les anges par exemple. Cela étant, si on regarde les dogmes catholiques, puisque Tolkien était catholique, Marie, une humaine, est considérée comme reine des anges. Et puis dans la liturgie catholique, les anges et les saints sont complètement mêlés, ce qui veut dire que les anges ne sont en réalité pas vraiment considérés comme étant au-dessus des humains. Dans le monde de Tolkien, cette prééminence de l'homme était déjà nettement mise à mal par la présence d'autres espèces conscientes et pensantes que sont les elfes et les nains, et qui ne sont pas des humains et qui leur sont supérieurs par bien des aspects. Elle est évidemment encore plus mise à mal par la présence de ces animaux et de ces plantes qui ont une vie propre. Et ce que ça montre, c'est que la vision de Tolkien n'est pas celle d'une pyramide dont l'homme serait le sommet. Au contraire, le monde de Tolkien est un cosmos organisé, bien sûr, mais dans lequel les relations entre les créatures sont beaucoup plus harmonieuses et beaucoup moins hiérarchiques. Fondamentalement, ce qu'on voit, c'est que les hommes et les animaux sont à peu près considérés à égalité, ainsi que les plantes. Thomas Honegger, dans le dictionnaire Tolkien, pareil, dit « Les animaux occupent aux côtés des plantes la place qui leur est allouée dans un cosmos ordonné qui fait sens, ce qui nous offre des aperçus d'un monde où l'éloignement entre les espèces ne s'est pas encore accompli de manière irréversible. » C'est-à-dire qu'il y a une unité, une harmonie entre les différentes espèces. On en trouve une traduction symbolique assez amusante dans Le Seigneur des Anneaux, pas forcément consciente et volontaire de la part de Tolkien, mais les symboles des antagonistes et des méchants sont des symboles humains. Sauron, c'est l'œil, Saruman, c'est la main, alors que les symboles des peuples libres sont des symboles naturels. Le Rohan, c'est un cheval, et le Gondor, c'est un arbre. Pour aller un peu plus loin, toujours dans le dictionnaire Tolkien, dans l'article Arbres et plantes, Gabriel Lafitte écrit très justement que le rapport à la nature pose dans l'œuvre de Tolkien la question morale de la domination d'un être vivant par un autre. Et elle souligne l'indépendance des êtres vivants, et en particulier en s'arrêtant sur la Laurienne, elle la décrit comme, je cite, faisant en quelque sorte figure de paradis où les arbres et les elfes vivent en harmonie dans l'égalité. Et elle souligne le mot égalité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va complètement à l'encontre de tout l'héritage judéo-chrétien, aussi bien que de l'héritage de l'humanisme, de la Renaissance, puis des Lumières. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Pour autant, Tolkien reste évidemment un chrétien, un catholique, on pourrait ajouter un humaniste, et de très nombreux passages témoignent de ce positionnement. Un des plus forts, il se trouve au début du Silmarillion, quand Yavanna, la mère, la déesse mère des arbres, des plantes, des êtres vivants, des animaux, vient annoncer à son mari Aolé, le forgeron, qui est le père des nains, que des Ents vont protéger les arbres. Et je vous lis le petit passage qui est très fort dans sa simplicité, justement, d'autant plus que c'est la fin d'un chapitre, les derniers mots d'un chapitre. « Eru est généreux, dit-elle, à présent que prennent garde tes enfants, car marchera dans les forêts un pouvoir dont ils n'éveilleront pas la colère sans péril. Et pourtant, ils auront besoin de bois, dit Aolé.
et il continuera de forger. Donc avec cette réponse extrêmement lapidaire, Aulais souligne à la fois la nécessité pour les hommes et pour les nains d'avoir du bois, et donc leur légitimité à utiliser cette ressource. Et ce sont des raisons pour lesquelles la protection que Yavanna demande pour ses enfants ne va pas pouvoir être absolue, et en fait, concrètement, au sein de la diégèse, elle est en fait assez limitée. Alors évidemment, le risque, c'est que cette utilisation légitime des ressources de la nature devienne abusive. Et ça, c'est un risque que souligne Gabriel Lafitte en disant que la condamnation de cet abus rejoint chez Tolkien celle de l'orgueil, du mépris de l'environnement, de la recherche de la technique pour elle-même. Autrement dit, il y a un équilibre à trouver forcément, et un équilibre que peu de créatures arrivent à porter à un très haut degré. Il y a deux créatures sur lesquelles on peut s'arrêter un petit peu, qui sont très emblématiques de cette recherche de l'harmonie. La première, c'est Tom Bombadil. Quand Frodo demande à sa femme Bédor si la terre lui appartient, elle répond « Non pas, ce serait un bien lourd fardeau. Les arbres et les herbes et toutes les choses qui poussent ou qui vivent sur la terre n'appartiennent chacune qu'à elles-mêmes. » Là encore, on a quelque chose qui va complètement à l'encontre de notre héritage intellectuel et philosophique, qui est l'illégitimité fondamentale pour un être vivant de posséder un autre être vivant. Que ce soit entre êtres humains ou que ce soit de l'homme vers l'animal ou la plante. Alors cette réponse de Bédor, cela dit, venait d'une autre affirmation selon laquelle Tom est le maître. Elle dit « Tom est le maître du bois, de la colline et de l'eau ». Et c'est une affirmation qui est répétée 3 fois en 10 lignes dans ce passage. Elle dit d'abord ça, puis Tom Bombadil est le maître, et enfin Tom Bombadil est maître. Tout ça en 10 lignes. Les deux arguments qu'elle apporte pour dire que Tom Bombadil est le maître, c'est d'abord qu'on n'a jamais pu l'attraper, et ensuite qu'il ne ressent pas de peur. Autrement dit, le monde extérieur n'a pas d'influence ni sur le corps de Bombadil, puisqu'on ne peut pas l'attraper, ni sur son âme, puisqu'on ne peut pas lui faire peur. Donc cette double affirmation de la force de Bombadil vient de son indépendance. Si vous voulez, de la même manière que Bombadil est libre de l'anneau parce qu'il y a renoncé, et que l'anneau n'a pas de pouvoir sur lui parce que Bombadil a entièrement renoncé à tout ce que représente l'anneau, et bien de la même manière, il est le maître de son pays parce qu'il a renoncé à la domination et à l'exploitation sur ce pays. Il est le maître de lui-même, et dans son rapport au monde, il ne cherche aucunement ni à le dominer, ni à l'exploiter, ni à le posséder, ni à le contrôler, et c'est paradoxalement ce renoncement qui lui en donne une maîtrise, et une maîtrise qui semble à peu près totale, puisque Tom Bombadil ne manifeste jamais aucune difficulté dans aucun de ses combats. Il lui suffit de venir, de chanter, et puis le vieil homme saule relâche les hobbits, l'être des Galgal fuit. Mais c'est aussi un contrôle qui est strictement auto-limité. Bombadil limite lui-même sa propre autorité, son propre pouvoir. D'ailleurs, il ne tue jamais des adversaires, il se contente de leur faire relâcher leur proie. Donc Tom incarne en fait une sorte d'idéal d'harmonie parfaite avec la nature, plus généralement d'harmonie entre les êtres et à l'intérieur du vivant. On retrouve des éléments un petit peu similaires dans le personnage de Beorn, qui apparaît lui dans le Hobbit, principalement. Et donc Gandalf donne cette description. Il vit dans une chênaie où il a une grande maison de bois, et comme homme, il garde des troupeaux et des chevaux qui sont presque aussi merveilleux que lui-même. Il travaille pour lui et lui parle. Il ne les mange pas davantage qu'il ne chasse ou mange des animaux sauvages. Il s'occupe de ruches, des ruches où vivent de grandes abeilles féroces, et il vit principalement de crème et de miel. Alors c'est intéressant parce que lui aussi, Beorn, est donc dans un refus de pouvoir et d'autorité sur ces créatures, alors même que sa force physique et sa capacité magique à se transformer en ours lui autoriseraient tout à fait ce rapport d'exploitation par rapport au monde. Un point intéressant, c'est que pour décrire son rapport à ses troupeaux, à ses chevaux, à ses ruches, etc., Tolkien n'emploie jamais le verbe own, posséder. Il ne dit jamais qu'il les possède, il dit to keep, qu'il les garde. Et il les garde au sens où il est leur gardien et où il s'occupe d'eux, où il prend soin d'eux. Et en fait, il est leur ami et leur gardien largement autant que leur maître. Et donc, on retrouve cette idée que c'est le renoncement à l'exploitation et à la domination qui donne le pouvoir véritable. Et on retrouve aussi cette idée d'harmonie entre les êtres. Autrement dit, et là je vais introduire une autre notion
qui à ma connaissance n'est pas apparue dans la critique, mais qui est aussi une notion qui monte dans la pensée écologiste, je pense qu'on peut dire que l'univers de Tolkien est fondamentalement beaucoup plus biocentriste que anthropocentriste. C'est-à-dire que ce qui est au centre, ce qui est au cœur de l'attention pour Tolkien et ce qui est le fondement de la valeur suprême, ce n'est pas l'être humain ou la vie humaine, c'est la vie. Donc je pense qu'on peut parler d'une œuvre fondamentalement biocentriste. Alors ça implique que si la nature est en danger, eh bien, il faut évidemment la protéger. Donc de la même manière que les peuples libres occupent des lieux qui sont beaux parce qu'ils sont aimés, eh bien, l'ennemi occupe des lieux qui sont laids parce qu'ils sont méprisés, exploités, au-delà des limites légitimes, et donc littéralement assassinés. Le premier exemple qu'on peut citer, c'est celui de la description de l'Isengard par Gandalf, dans le chapitre du Conseil d'Elrond. Je regardais et je vis que, alors que la vallée avait jadis été verte et belle, elle était à présent remplie de puits et de forges. Sur toutes ses œuvres, une fumée sombre planait. On a évidemment cette description d'une nature auparavant foisonnante avec des arbres, etc., qui est remplacée par des forges, des puits et un désert. Hein, c'est un des rares points sur lequel, à mon avis, le film a montré fait une bonne adaptation. Le meilleur exemple est évidemment fourni par la description du Mordor. Alors je vous lis là encore une description. Frodo et Sam regardaient fixement ce pays détestable, partagé entre le dégoût et la stupéfaction, entre eux et la montagne fumante, et autour d'elle au nord comme au sud, tout paraissait en ruine et mort, un désert brûlé et étouffé. Là se trouvaient les mines et les forges. C'est intéressant de voir qu'on retrouve cette même idée entre l'Isengard et le Mordor. Ce qui est laid et ce qui entraîne la laideur, ce sont les puits, les forges, les mines. Alors là encore, c'est quelque chose que les peintres ont montré. Alors on va montrer 2-3 peintures pour se faire plaisir. Ça, c'est Ted Nasmith encore, à travers Gorgoroth, qui montre la traversée de Frodo et Sam du Mordor. Et alors, c'est presque Où est Charlie, parce que Frodo et Sam, on les voit à peine, en fait. Ils sont là, je ne sais pas si vous les voyez, tout petits. Assez au premier plan, mais on les voit très peu en fait. Ils sont complètement noyés dans le paysage et absorbés dans le paysage. Ce qui est vraiment important ici, c'est clairement la montagne et le désert qui sont en train de traverser. Merci. Alors ça c'est encore Alan Lee. Là encore les deux hobbits apparaissent à peine. Voilà, vous pouvez jouer à les trouver. Mais ce qui intéresse le peintre, alors même qu'il les représente, donc ça veut dire qu'ils sont dans le tableau les personnages, hein, mais ce qui l'intéresse, c'est clairement la représentation du paysage. Et puis une dernière, John Howe cette fois-ci, voilà, la fin du Troisième Âge. Et là encore, hein, la fin du Troisième Âge, ben, ce qui intéresse John Howe, c'est quand même plus le volcan que les personnages. Si on regarde même les aigles, qui sont peut-être les plus visibles, ils sont d'une couleur qui les confond quasiment avec le ciel. Alors les hobbits se détachent sur le fond du ciel en noir, sur ce fond beaucoup plus clair, plus gris. Cela étant, il reste quand même tout petit, hein, et complètement noyé dans la masse du paysage, donc c'est clairement ça qui les intéresse. Bon, ça traduit 3 idées fortes. La première, c'est la réflexion qu'on a déjà vue sur l'importance d'une exploitation de la nature qui ne dépasse pas les limites du légitime. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça signifie légitime? Qu'est-ce que c'est qu'une exploitation légitime de la nature? Eh bien, il n'est pas absurde de le définir précisément comme la limite qui permet la préservation du paysage et de la vie en son sein. Là encore, on retrouve pleinement les idées qui sont celles de l'écologie politique et tout particulièrement de la décroissance. Ce que dit le mouvement écologiste et ce que dit la décroissance, c'est précisément que nous avons dépassé ces limites légitimes et que du coup il faut y revenir, ce qui implique de décroître. La seconde, qui est liée à la première, c'est, comme le dit très très bien Patrick Curry, que la faillite morale des personnages entraîne la mort des paysages. Donc il y a un lien entre les actions des personnages et les paysages, et c'est un lien, et ça c'est à mon avis un point très important, qui dépasse tout ce que la science peut nous dire sur les conséquences scientifiques ou purement rationnelles. C'est-à-dire qu'évidemment la science nous dit que si on réchauffe le climat, la Terre deviendra un désert, etc. On peut prédire de manière assez juste en général les conséquences sur les biotopes, sur les plantes, sur les paysages de 0,5, 1 degré, 1,5 degré, etc. Mais
pour Patrick Curie, ce que dit Tolkien va plus loin, et je crois qu'il a tout à fait raison, c'est qu'il y a un rapport beaucoup plus intime en fait entre l'homme et le paysage, et que c'est quelque chose de beaucoup plus spiritualiste dans le monde de Tolkien, sur un schéma indo-européen d'ailleurs assez classique. Le mauvais état de la société se traduit par la mort des paysages. Donc en fait on est très très loin chez Tolkien d'une écologie qui serait une écologie uniquement comptable, préoccupée de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, préoccupée d'hectares de forêts détruits, etc., ou de pourcentage d'espèces qui disparaissent. Il ne s'agit pas de nier l'importance de ces questions, qui sont évidemment centrales, mais ce que montrent Curie et d'autres, c'est que ça fait quand même peser sur l'écologie le risque d'une pensée extrêmement utilitariste. Et je reprends les termes de Heidegger, mais à cette pensée calculante, Tolkien préférerait probablement le rapport plus intime d'une pensée méditante. On en a un très bon exemple quand Treebeard, Sylvebarde, parle des arbres que Saruman a coupés. Il ne parle pas en termes quantitatifs, il ne parle pas de nombre d'arbres détruits ou de quantité d'arbres détruits. Il dit « Beaucoup de ces arbres étaient mes amis, des créatures que j'avais connues depuis la noix ou le gland. Beaucoup avaient leur voix propre, perdue à jamais à présent. Et des friches de souches et de ronces ont remplacé ce qui jadis étaient des bois chantants. » Donc il place clairement le problème sur le plan non pas quantitatif, mais bien qualitatif. Puis enfin, alors on n'a pas trop de temps de développer, mais ça fait aussi un lien assez net entre assez platonicien en fait, entre ce qui est bon et ce qui est beau. Alors on se penche un petit peu quand même, ça c'est important, sur la cause de ce mal, et clairement chez Tolkien, la technique industrielle est quasiment systématiquement associée au mal. Les hobbits, je cite la première page du Seigneur des Anneaux, la première page du prologue, n'aiment pas les machines plus compliquées qu'un soufflet de forge, un moulin à eau ou un métier à tisser manuel. Au contraire, les orques, eux, sont décrits dans le Hobbit comme ayant, je cite, probablement inventé certaines des machines qui ont depuis troublé le monde, particulièrement les dispositifs ingénieux visant à tuer de nombreuses personnes d'un seul coup, car ils ont toujours été réjouis par les rouages et les machines et les explosions. Mais en ces jours et en ces contrées sauvages, ils n'étaient pas encore aussi avancés comme on dit. Évidemment, la petite ironie du comme on dit souligne une critique d'un progrès dont on oublie trop souvent qu'il ne va pas toujours dans le bon sens. À côté de ça, Saruman est décrit par Treebeard comme ayant, je cite, un esprit de métal et de rouage. Donc, clairement, la technique est associée à ce qui est mauvais. Sébastien Hoët, dans l'article Forêt du dictionnaire Tolkien, écrit de la Laurienne qu'elle est vouée à la disparition avec le départ inévitable des elfes et le progrès d'un mal qui ne se résume pas à l'influence de forces mortifères, mais qui recouvre certainement un autre progrès, celui de la technique sans égard pour la nature. Lui aussi fait le lien entre le mal et la technique chez Tolkien. On retrouve cette critique dans le chapitre « Le nettoyage de la comté », à travers un exemple qui est celui du moulin. Je cite là encore le discours du fermier Cotton. « La pustule l'a démoli presque aussitôt après s'être installé à Bag End, et puis il y a amené tout un tas d'hommes à l'air sale pour en construire un plus gros, et le remplir de roues et de machins étranges. Il y avait que cet imbécile de Ted pour en être content, et il travaille là-bas à nettoyer les roues pour les hommes, là où son papa était le meunier et son propre maître. L'idée de la pustule, c'était de moudre plus et plus vite, qu'il disait. Il y a d'autres moulins comme ça, mais il faut avoir du blé avant de pouvoir moudre, et il n'y en avait pas plus pour le nouveau moulin que pour l'ancien. » Donc là encore, on retrouve l'idée d'une critique du progrès pour le progrès, qui est liée ici, et c'est assez intéressant, à des considérations politiques et économiques, mais aussi plus généralement à une critique de l'hubris, de la démesure, de l'orgueil, à laquelle très souvent Tolkien associe la technique. Autrement dit, Tolkien peut être rapproché d'une écologie qui est une écologie radicale, car profondément anti-industrielle. C'est une des applicabilités possibles de l'anneau, qui représente un pouvoir sans limite, qu'on recherche essentiellement pour lui-même, exactement comme l'industrie et le progrès, dont on recherche les avancées, quelles qu'en soient les conséquences, bonnes ou mauvaises. Voilà. Donc, ensuite, cette nature qui est attaquée par le mal, il s'agit de la protéger. Alors, Tolkien associe logiquement la protection de la nature avec les personnages positifs. Plusieurs personnages secondaires majeurs sont presque définis par le lieu qu'ils protègent. Tom Bombadil avec sa petite enclave,
Elrond avec la vallée d'Imladris, Galadriel avec la Lorienne. Chacun sont intimement liés au territoire qu'ils protègent et qui disparaît en fait quand ils s'en vont. Et plus encore que ça, Tolkien laisse un espoir, puisque ce qu'il montre, c'est que même quand elle est largement détruite, la nature peut être restaurée. Alors l'exemple le plus marquant, évidemment, c'est le nettoyage de la comté, puisque après l'action de Saruman et finalement la victoire des hobbits sur Saruman et sur ses bandits, les arbres sont considérés comme la plus grande perte. Je cite le dernier chapitre du Seigneur des Anneaux. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que la réparation des maux infligés à la nature est considérée comme encore plus importante que les dégâts matériels. C'est spécialement intéressant de la part des hobbits, qui sont censés être un peuple très attaché à leur petit confort, à leur confort matériel. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où leur pays est attaqué, ce qu'ils considèrent comme la plus grande perte, finalement, ce sont les arbres. Et là encore, on retrouve une idée qui est assez proche de la décroissance, puisque l'idée, c'est quand même de refuser d'assimiler le bonheur à la possession matérielle et à l'accumulation de biens et de richesses. Il se trouve que, heureusement pour les hobbits, la perte n'est pas seulement réparée, elle est en fait dépassée grâce d'une part au travail de Sam et grâce au don de Galadriel. Alors je cite le passage: « Ces arbres sortirent de terre et se mirent à pousser, comme si le temps était pressé et souhaitait faire en un an l'œuvre de 20. Dans le champ de la fête, un jeune arbre magnifique jaillit de terre. Il avait l'écorce argentée et de longues feuilles, et en avril, il éclata d'une floraison dorée. C'était réellement un malorne, le seul malorne à l'ouest des montagnes et à l'est de la mer, et l'un des plus beaux du monde. » Quand Tolkien parle de ces arbres, his trees, ce déterminant ne doit pas faire croire, bien sûr, que Sam serait le propriétaire ou le maître des arbres. Le déterminant traduit beaucoup plus un rapport d'affection, d'attention. Et là encore, je me permets de citer rapidement une petite phrase de Heidegger dans Essai et conférence, quand il dit « Tout autre apparaît le champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver signifiait encore entouré de haies et entouré de soins. » Heidegger oppose la technique industrielle qui est purement centrée sur l'exploitation à celle du paysan qui entourait son champ de soins. Alors ce passage complète la symbolique de l'arbre, symbole de renaissance, symbole de résurrection évidemment, mais ici c'est une amélioration puisque l'arbre de la fête qui était mort est remplacé par un arbre qui est encore plus beau que le précédent. Cette résurrection, elle passe par la destruction de tout ce que les hommes de Saruman avaient construit, donc par un retour en arrière. C'est une des premières choses que les hobbits font, c'est je cite là encore, de détruire, de démolir tout ce que les hommes avaient construit. Et puis d'autre part, ce qui permet la résurrection, c'est le don de Galadriel. Don de Galadriel qui a une composante magique certainement, mais qui reste avant tout naturelle puisque c'est quand même de la terre et une graine d'arbre. Donc c'est pas la technique, là encore, c'est pas la surenchère qui va permettre de sauver la nature. Si pour Tolkien la technique est une des racines du problème, elle ne saurait être un élément de la solution. Donc on peut dire en fait que, pour conclure, dernier point, que l'œuvre de Tolkien peut effectivement être considérée comme écologiste, un peu de la même manière que Florent Hébert a montré qu'elle était décroissante, c'est-à-dire que c'est une métaphore littéraire qui est applicable dans le monde du fauteuil, dans notre monde, mais ce n'est pas évidemment un lien direct avec un mouvement politique. Chez Tolkien, on retrouve des idées, on retrouve des valeurs, des croyances qui sont aussi celles de l'écologie, ou plus exactement qui sont celles d'une certaine écologie, et je récapitulerai ça en 5 points. D'abord, c'est une écologie qui accorde une valeur intrinsèque aux autres êtres vivants, et même au paysage. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une écologie plus biocentriste qu'anthropocentriste. En conséquence, c'est une écologie qui aime ces paysages, qui aime ces êtres vivants, et qui cherche à les préserver. C'est très important pour moi de montrer qu'on est loin de l'écologie uniquement comptable. C'est une écologie qui, pour autant, ne nie pas la place et les besoins spécifiques de l'être humain au sein de la nature et du cosmos. Tolkien est très loin des courants écologistes assez marginaux, d'ailleurs, qui considèrent que l'humanité est un parasite ou une maladie de la Terre qu'il faudrait mieux éliminer. Du coup, je dirais, c'est mon 4e point, que c'est une écologie qui réalise en fait la synthèse, et ça c'est intéressant que Tatiana Silek ne le dise pas dans son article,
qui réalise la synthèse entre les deux courants. C'est que le courant d'inspiration chrétienne qui voudrait une bonne intendance, une bonne gestion sur la Terre, et le courant plutôt New Age qui voudrait resacraliser la nature, en réalité sont tous les deux présents dans l'œuvre de Tolkien. Tolkien réalise un syncrétisme entre ces deux écologies. Donc c'est une écologie évidemment très spiritualiste, et puis, et c'est le dernier point, c'est une écologie qui se méfie profondément de la technologie et de toutes les solutions qu'elle pourrait nous promettre.